Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est vrai que c'est un grand plaisir de se retrouver là. Et c'est un rendez-vous qu'on ne raterait pas, surtout comme si tu nous y invites. On essaie de se projeter dans 5 ans. On est dans un temps d'élection et un temps de nouveaux départs avec beaucoup de renouvellements de toutes sortes. Il y a quelques éléments qui vont rester stables quand même. Par exemple, le déploiement des réseaux. Je pense qu'on va continuer à en parler. Peut-être encore plus demain qu'hier. Et ce que je me proposais de faire aujourd'hui, donc je vais essayer de pas être trop long, mais j'avais envie d'essayer de faire une sorte de premier bilan d'étape de ces déploiements. Ensuite, d'insister sur les limites qu'on trouve dans ces déploiements. Il y a des choses qui ne sont pas encore faites, il y a des choses qui ne sont jamais faites assez rapidement. Et puis, de formuler quelques propositions, parce qu'après tout, je pense que la période nous y invite. Et puis, la recomposition qui est en cours aussi, peut-être nous permet d'espérer que l'on trouve des solutions novatrices dans ces sujets. 2 mots simplement, parce que je suis face à un parterre de connoisseurs et de spécialistes, mais le numérique, son impact dans l'économie, son apport à l'économie, c'est pas tellement la peine de le souligner. On sait que la consommation de data sur les mobiles a été multipliée par 4000 en 10 ans. On sait que l'économie numérique, elle se dissémine partout, elle introduit des gains de productivité, aussi des changements d'habitude, elle crée des inquiétudes parfois dans le domaine de l'emploi, mais elle crée des nouveaux emplois, elle appelle des nouveaux besoins de formation. C'est totalement prévalent. Et ce qui est assez clair aussi, c'est que le propagateur de l'économie numérique, c'est l'opérateur de réseau quand même. C'est celui qui va déployer des réseaux qui vont permettre d'accéder de plus en plus vite à l'ensemble de ces connaissances et de ces savoirs et aussi de ces richesses que l'on peut trouver dans Internet et que l'on peut trouver dans le fait d'être connectés les uns aux autres. On a souvent, avec la fédération, je reprends un instant ce chapeau, tu mentionnais que j'avais repris la présidence de la Fédération française des télécoms vendredi dernier. Aujourd'hui, c'est vraiment en tant que directeur général d'Orange que je m'exprime, mais la fédération a fait des études très, très importantes, je pense, sur le sujet il y a quelques temps, montrant qu'il y avait un effet multiplicateur de l'investissement dans les réseaux. 1 euro dans les réseaux, c'était 6 euros de PIB. Et dans ce pays, et là les choses vont peut-être pas complètement changer, 6 euros de PIB, c'est pas mal d'euros d'impôts. Donc ça permet aussi d'alimenter l'ensemble des besoins, et Dieu sait qu'ils sont très nombreux dans les caisses de l'État et dans les politiques publiques. Voilà, donc on sait que le numérique, c'est tout à fait central. Les opérateurs sont à la base de tout ça. Alors quel bilan peut-on faire déjà aujourd'hui quel premier bilan intermédiaire peut-on faire du déploiement du très haut débit en France, 4 ans en fait après le lancement de cette grande opération? Avec le plan France très haut débit, l'objectif initial, c'était cet engagement de connecter 20 millions de foyers entreprises à la fibre d'ici à 2022, avec un objectif intermédiaire d'atteindre une couverture de 50% du territoire en très haut débit fixe ou mobile fin 2017. Cet objectif-là, intermédiaire, il a été atteint avec 1 an d'avance. Donc il y a eu un effort de déploiement des uns et des autres, on reviendra peut-être sur le détail, avec 1 an d'avance. Donc on peut s'en réjouir, mais vous verrez que moi je ne me réjouis pas trop parce que je sais que le plus difficile reste encore devant nous. Il y a eu un découpage de la France des réseaux. Donc on distingue toujours ces 3 zones que vous connaissez. La zone très dense, qui est une zone de 6 millions de foyers, qui est vraiment la zone de concurrence par les infrastructures, qui est une zone de concurrence par les mérites. C'est là où les opérateurs doivent exprimer leur envie d'investir. C'est là où, typiquement, dans la fibre FTTH, Orange n'a même pas été, je crois, le premier à investir. Free, Iliad a commencé avant lui, notamment à Paris, dans quelques autres villes. Et puis après, on a vu que c'était souvent dans la pérennité, dans la stabilité des efforts qu'on inscrivait un développement et qu'on pouvait prendre des positions. Ensuite, il y a la zone moyennement dense. Je serais surpris qu'Enguerrand, à un moment, me pose une question tout à l'heure sur cette zone-là, qui a fait, donc c'est une zone de 14 millions de foyers. La zone moyennement dense, elle a fait l'objet en 2011, c'était René Ricol, je crois, à l'époque, qui organisait cela, d'un appel à manifestation d'intention d'investissement. Donc, comme je répète inlassablement, tous ceux qui voulaient se manifester pour répondre à l'appel pouvaient le faire. C'est un peu comme d'autres mouvements récemment observés. On a le droit de se présenter et le concours était ouvert à tous. Donc bon, Orange s'est présenté, SFR s'est présenté, d'autres, on ne va pas les citer, ne sont pas venus, n'ont pris aucun engagement et d'ailleurs, effectivement, souvent n'ont rien fait conformément à leur engagement initial qui était de 0. Donc Orange s'est présenté, a pris des engagements et les a tenus, j'y reviendrai, et SFR n'a pas pu les tenir pour plein de raisons. J'y reviendrai certainement aussi. Et puis après, il y a les zones rurales, 14 millions de foyers et entreprises, dans lesquelles là, l'initiative appartient aux collectivités. On n'est plus dans cette zone de concurrence par les infrastructures des opérateurs privés. Ce sont les collectivités qui ont la main.
Et là aussi, j'y reviendrai, on est en plein déploiement, en plein développement. Il y a, je crois, 20 ou 25 dossiers en cours. Et puis, je pense que d'ici à la fin de l'année, tous les départements, les collectivités, les agglomérations, quelles que soient les formes de regroupement, auront engagé un processus de déploiement de réseau. Donc, dans tout cela, l'ARCEP dénombre aujourd'hui plus de 15,4 millions de foyers et entreprises éligibles. 15,4 millions de foyers entreprises aujourd'hui éligibles, dont près de 8 millions en fibre. Parce qu'en fait, il faut l'avoir en tête aussi, quand on décrit ces déploiements-là, on décrit la seule chose que l'ARCEP recense aujourd'hui, c'est un marché des services de haut et très haut débit, dans lesquels on cumule la fibre, évidemment, mais aussi le câble modernisé, et puis le VDSL2, qui est une montée en débit sur le cuivre. Dans ce contexte-là, Orange a toujours été la locomotive du plan. Ça, je le dis, et je le dis, comment dire, pas, j'espère pas avec arrogance, mais avec la simple conviction que c'est le rôle d'Orange, c'est le rôle du leader du secteur de définir sa catégorie, et c'était vraiment bien dans les traditions et dans les gènes d'Orange d'engager cet effort-là. Donc on l'a fait, d'abord en termes d'investissement sur la période 2016 à 2019, puisque là on se projette à nouveau un peu dans l'avenir, c'est 4,5 milliards d'euros qui seront investis par Orange uniquement dans la fibre. Donc 2016-2019, 4,5 milliards d'euros investis dans la fibre, c'est-à-dire autant que les 3 autres opérateurs réunis. Orange investit par ailleurs 5 milliards d'euros dans les réseaux mobiles. 16% du chiffre d'affaires d'Orange, et même un peu plus maintenant, est consacré aux investissements dans les réseaux. 16-17% maintenant, c'est un taux d'investissement. Alors il y a des entreprises qui ont des modèles différents, dont le job principal est d'investir, et c'est leur unique raison d'être. Nous, c'est notre principale raison d'être. Puis par ailleurs, on doit gérer quand même 260 millions de clients et 31 pays. Mais 16-17%, c'est un taux d'investissement qu'on a en tant qu'opérateur dans un pays en voie de développement, par exemple, parce qu'on doit créer des réseaux. Donc là, en France, on atteint ce genre de niveau parce qu'on investit massivement dans les réseaux fixes du futur et également toujours dans les réseaux fixes d'antan, parce qu'il faut entretenir le cuivre. C'est 500 millions d'euros investis dans le cuivre chaque année juste pour entretenir une infrastructure qui a quasiment 100 ans, enfin, et qui a été maintes fois ravaudée et modernisée, mais enfin, qui est de développement ancien. C'est aussi, et ça c'est vraiment important de le dire au titre de la catégorie, c'est le plus grand chantier d'infrastructure du pays. Je m'arrête un instant là-dessus parce que souvent on va souligner, et j'y reviendrai, les limites de tel ou tel déploiement, les insatisfactions que cela peut créer. Moi, je parle souvent de l'impatience numérique qui est dans le pays. J'en ai souvent parlé d'ailleurs avec le président de la République d'aujourd'hui, qui était ministre de l'économie hier, et qui a été organisateur de plusieurs tables rondes sur le sujet parce qu'il était très moteur dans cette idée de déploiement. Et je disais oui, on le fait de plus en plus. On le fait d'ailleurs au risque parfois d'encourir le reproche pour Orange d'aller trop vite, ce qui est un truc fantastiquement paradoxal, parce que dans le même temps, on vous dit il n'y en a pas assez des réseaux, du numérique et de la fibre, puis dans le même temps, on vous dit mais attendez, vous n'allez pas trop vite. Bon, c'est pas quand même à nous de définir le rythme des uns et des autres. Nous, on définit notre rythme et on s'y tient. Et donc, c'est le plus grand chantier. C'est plus que les autoroutes aujourd'hui ou le TGV. Voilà. Donc le plus grand chantier d'infrastructure du pays aujourd'hui, c'est le déploiement de la fibre. Et ça mobilise énormément de sous-traitants aussi. À la fin 2016, pour donner ces derniers chiffres aussi, 70% du parc de logements raccordables à la fibre l'ont été par Orange. En fait, 5,4 millions sur 7,7 millions de logements raccordables. C'est 90% en zone moins dense hors RIP également. Et puis il faut noter la dynamique. De 2014 à 2016, on s'est doté d'un appareil de production industrielle. On a multiplié par 2 notre capacité à produire des fibres. Et aujourd'hui, on arrive à produire, c'était 1,7 million l'an dernier. En 2017, on va produire 2 millions de fibres. Donc c'est vrai qu'on est engagé là-dedans. C'est industriel, c'est vrai. Et donc il faut, quand on parle d'industrie, il y a des grands connaisseurs de l'industrie devant moi, et meilleurs connaisseurs que moi, par construction, par tradition et par formation, mais c'est du lourd, on investit, on fait des process et on s'y tient. Et on n'est pas tout le temps en train de naviguer, de dire je commence, j'arrête, je lève le pied. Non, il ne faut pas faire ça. On fait ça, ça ne marche pas. Et ceux qui ont fait ça s'en mordent les doigts aujourd'hui cruellement, quitte à devenir d'ailleurs un peu de mauvaise foi. Donc on va déployer comme on l'a indiqué, et ça a donc porté ses premiers résultats. Alors en même temps, deuxième série de remarques, et je ne veux pas être trop long, encore une fois, Enguerrand, fais-moi signe si tu me dis qu'il reste 5 minutes encore, ou 7 minutes, mais je veux avoir le temps de développer ça quand même. Quelles critiques pouvons-nous nous adresser, et quelles critiques peut-on adresser aussi à l'ensemble du système ? D'abord, il faut quand même être conscient d'une chose, évidemment, c'est que la fracture numérique, elle reste d'actualité. Elle reste malheureusement d'actualité. Et moi, je sais que
pour être engagé depuis maintenant 20 ans en fait dans des sujets numériques, aussi bien en tant que créateur de sites web, comme on disait en 96, 97, et puis après dans d'autres fonctions. Il y en avait une bien plus grande, c'est vrai, il y a 20 ans. Elle s'est quand même résorbée. L'accès des Français à Internet s'est beaucoup développé. Mais ce qui est absolument essentiel à avoir en tête, c'est que le sentiment de frustration, le sentiment de ne pas avoir ce qui est devenu si important et dont on vous dit tout le temps c'est extrêmement important, ce sentiment de frustration est devenu extrêmement cruel. C'est un petit peu comme si on était à côté d'un parc d'attractions dans lequel les gens semblent rire, s'amuser et vivre des expériences formidables. Et là, on ne peut pas entrer, on n'a pas la clé, on ne sait pas entrer, on n'a pas l'accès. Donc la question de l'accès reste absolument cruciale. On voit aussi, et pour commencer par là, que sur le plan international, l'Europe a pris du retard par rapport aux États-Unis. C'est quand même une chose qui nous inquiète en tant que, en tout cas pour ma part, Européen très convaincu et qui souhaite qu'il y ait plus d'Europe et pas moins d'Europe. Donc on a typiquement ce chiffre qu'on cite souvent, comparaison des paraisons, parce que c'est pas le même marché, je sais bien, mais enfin quand même, il y a 2 fois plus d'investissements par tête dans les télécoms aux États-Unis qu'en Europe. Donc si on parle d'un certain retard aujourd'hui, ça risque de pas s'arranger au rythme auquel les opérateurs investissent aux États-Unis. Et puis il y a aussi au plan national une impatience numérique croissante pour les 50% au fond qui ne sont toujours pas connectés au très haut débit et qui trouvent le temps très long et puis auxquels on ne peut pas tellement dire bon, vous verrez dans 5 ans ça commencera à être un peu mieux pour vous parce que encore une fois une des vertus et un des dangers du numérique c'est sa prévalence. On sait parce qu'on a la télé, on a la radio, on a plein de moyens d'accès et puis on a quand même Internet la plupart du temps d'un tel ou tel moment de sa vie. On sait que ça existe, on sait que c'est là, on sait que plein de personnes l'ont et on sait qu'on ne l'a pas forcément. Donc Orange a bien l'intention d'aller de plus en plus dans les zones rurales. Je cite quelques chiffres parce qu'ils ne sont pas très connus, on ne les a pas assez souvent dit certainement, mais aujourd'hui déjà, j'entends parfois tel ou tel qui dit mais Orange ne vient pas, Orange n'est pas présent dans ces zones-là. C'est totalement faux. C'est-à-dire que je n'ose même pas dire le chiffre parce qu'on va encore nous dire qu'on est allé trop loin et qu'on en fait trop, mais on est déjà client de 50% des prises déployées dans les zones rurales. 50%, c'est 400 000 prises aujourd'hui. Et on va l'être de plus en plus. On a mis en place depuis 2 ans, avec l'appui extrêmement fort de Stéphane Richard, on a mis en place un budget spécifique pour produire des RIP et pour être client des RIP. Pour qu'on ne puisse pas nous dire, quand vous n'avez pas gagné le RIP en production, vous n'êtes pas client. C'est totalement faux. On a 50%. Alors encore une fois, ce n'est pas encore un marché pertinent au regard de la concurrence. Et puis au fond, je dis une bêtise parce qu'on a quand même le droit d'être client. Ça, c'est pas encore jugé totalement délictueux dans ce pays. Et j'espère que ça restera ainsi. Donc on participe au programme Zone Blanche de façon très active. Les engagements de couverture de centres-bourgs en Internet mobile pour plus de 1000 communes en 2016. On est aux côtés de l'État et des collectivités dans le guichet. Un guichet auquel on signale des zones mal couvertes. C'est passé de 800 à 1300 sites. Au début, d'ailleurs, on avait peine à voir remonter les dossiers. Maintenant, ils remontent de plus en plus. Les collectivités en font. Il n'y a plus aucun critère. Il suffit de dire, c'est pas touristique, économique. Il suffit de dire qu'on est mal couvert, mal desservi, et les opérateurs apportent une solution. Et puis, on est le seul opérateur, tout de même, à avoir pris des engagements complémentaires en lançant le programme Orange Territoire Connecté. C'était à l'été dernier. Devant le président de la République d'alors, sous le soleil, ce qui est assez rare pour être souligné. Il en a gardé un souvenir absolument ébloui à tout point de vue. C'était un nouvel immeuble qu'on ouvrait à Châtillon. Les salariés étaient heureux, il y avait du soleil. Bon, des choses qui sont importantes à conjuguer parfois. Et donc, c'était un moment important. On a annoncé un programme qui nous a permis d'apporter la couverture de 4G à 5 millions de personnes supplémentaires en 1 an. Alors vous allez dire, quand ils veulent, ils peuvent. Bon, c'était là aussi un effort. On a remis des capex pour couvrir plus vite en 4G. Et donc, il y a eu des avancées. Mais ça avance toujours pas assez vite. Je reste quand même dans cette catégorie. Ça ne va pas assez vite, ça n'est pas assez bien. Et donc, je passe à la 3e série de remarques que je voulais faire sur les propositions. Donc, l'équipement des Français en haut et très haut débit, en très haut débit, surtout, c'est notre objectif ultime. C'est un des sujets majeurs politiques aussi. Et on est obligé de le constater. En même temps, on ne peut pas aller plus vite que la pelleteuse, quoi. Si j'ose cette expression un peu terre à terre, c'est le cas de le dire. On est aussi lié à tous ceux avec lesquels on travaille et qui parfois ne peuvent pas faire plus que ce qu'on leur demande. Donc on ne peut pas faire preuve de suspicion. Il faut considérer que ce programme industriel, je l'ai décrit, est en cours, va s'améliorer, et il y a 3 choses qui pourraient encore l'améliorer. Et donc 3 vœux que je forme dans ce colloque en regardant devant et à 5 ans. D'abord, continuer à développer et à accentuer ce mix privé-public. Donc les efforts d'investissement, ils sont réels, tant de la part des opérateurs privés, on l'a dit, que des collectivités territoriales. On peut peut-être imaginer de re-questionner la ligne de partage
entre investissement privé et public dans les communes pour lesquelles aucun déploiement n'est encore programmé. S'il y a des communes, et il y en a malheureusement, qui ne voient pas arriver de programme, on peut imaginer de redéfinir la ligne de partage et on peut imaginer d'aller éventuellement au-delà de l'AMI. Et je le dis aussi, c'est pas valable que pour Orange. Il y a d'autres opérateurs, il y a TDF, il y a Covage, il y a Tutor, il y a Axione, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont inscrits. Et d'ailleurs, c'est très bien. Beaucoup d'acteurs s'intéressent à ce marché des RIB. C'est un bon signe. Ça veut dire qu'il y a un marché, ça veut dire qu'il y a de l'envie, ça veut dire qu'il y aura des investissements. Et moi, ça, je ne peux que le saluer. Et je sais que ça nous rendra la concurrence plus dure, mais après tout, c'est la loi du genre et on n'est pas contre. Donc ça, c'est une première ligne, bouger ce mix privé-public. Faire basculer, c'est important aussi, la fiscalité qui pèse sur l'investissement sectoriel vers une autre assiette fiscale non sectorialisée. Je ne vais pas être trop long là-dessus, mais enfin, il y a beaucoup d'impôts spécifiques qui pèsent sur le secteur des opérateurs télécoms. Je le redis quand même, parce que j'espère que ça va changer. Quand on est opérateur télécom, on paie les impôts que paient toutes les entreprises privées du pays, au public, et on paie 25% d'impôts en plus, parce qu'on finance l'IFER, qui est un impôt sur les réseaux, qui est d'ailleurs, dans sa définition même, une sorte de chose surprenante. C'est-à-dire que plus vous déploierez, plus vous paierez d'impôts, et on vous dit tout le temps, déployez plus. Donc c'est une injonction un peu contradictoire, mais en même temps, on fait ça, on déploie et on paie plus, tel des lemmings. Et par ailleurs, il y a aussi l'impôt que nous devons acquitter, la taxe Copé Pèlerin maintenant, qui finance la télévision publique dont on a supprimé une partie des recettes de publicité. Voilà, beaucoup de fiscalité spécifique. On pourrait imaginer de la réorienter, et notamment vers la couverture. Deuxième mix, je parlais du mix privé-public, deuxième mix, le mix technologique. Alors, on n'a pas été les premiers chez Orange à le pousser, ça je sais. Il y avait des gens qui étaient par rapport à nous en avance. Le VDSL, on a tardé, mais maintenant on est dedans. Donc on fait du VDSL, on fait de la montée en débit sur le cuivre. Certaines collectivités l'ont très bien compris. C'est le cas de la Vendée, que j'ai en tête, par exemple, qui font des opérations importantes de déploiement. Ça permet d'avoir déjà un très bon haut débit en attendant d'avoir la fibre pour tout le monde. Donc ça, c'est une façon très intelligente de gérer cette attente. Et puis il y a la 4G qu'on peut développer et faire de la 4G fixe dans tel ou tel endroit. Là aussi, c'est un mix de technologies. Et puis, le dernier point, peut-être le plus novateur, et là où il faudra avoir de l'audace du côté aussi des pouvoirs publics, le mix licence-couverture. Alors, c'est un peu plus, propre aux opérateurs de télécom. Les opérateurs, ils paient des licences très chères, ils paient des licences pour utiliser du spectre. Dans ce pays, il y a des gens qui ne paient pas de licence pour utiliser du spectre. Par exemple, ce sont certaines télévisions qui ne paient pas l'utilisation du spectre. Nous, on les paie. Elles sont assorties d'obligations qui sont assez nombreuses. On a été plus vite que ce que les obligations prévoyaient, mais je reconnais aussi que l'attente du pays a été plus vite que tout ce qu'on avait imaginé dans le moment où on avait fixé les obligations. Donc on a 2 ans, 3 ans d'avance parfois sur ce que les licences nous disaient, mais ça ne suffit pas tout à fait à combler l'impatience. Donc on va plus vite, on s'engage sur des déploiements complémentaires coûteux. Tout l'argent qu'on investit n'est pas investi que dans les réseaux, je l'ai dit, ça va dans d'autres poches qui ne sont pas forcément au service des réseaux. Alors nous ne sommes pas sourds à l'appel des élus. On a répondu par des engagements hors licence substantiels, notamment par l'engagement d'avoir couvert à horizon 2017 un service d'accès à l'Internet mobile, l'intégralité des communes recensées zones blanches fin 2015. Donc ça, c'était pas prévu. On a pris cet engagement supplémentaire. Ça fait 2000 communes qui seront mises d'ici à bientôt couvertes. Et puis il y aura le renouvellement des licences, qui sera un moment crucial. Il faudra trancher entre maximiser la vente des licences par l'État en termes financiers, peut-être au détriment de la couverture, et maximiser la couverture quitte à impacter le produit de cession des fréquences mises en vente. Et donc là, je lance un appel à des gens que je sais extrêmement intelligents et capables de faire des synthèses puissantes. Il faut simplement, si j'ose dire, ce n'est pas si simple au fond, mais il faut mettre en harmonie les processus publics que l'on opère et les engagements politiques publics que l'on a pris. Si l'on fait le choix absolu, résolu, de favoriser la couverture maximale dans tout le pays, il faut mettre la fiscalité en ordre de bataille, il faut probablement mettre aussi le système des licences en ordre de bataille. Il faut que les choses s'inscrivent dans cet axe-là. Et on ne peut pas poursuivre tous les objectifs à la fois, parce qu'on nuirait à celui dont on a dit qu'il était l'objectif principal. Et j'en ai fini. Je pense qu'il faut du pragmatisme et de l'audace dans tous ces domaines. Merci beaucoup. Merci Pierre. Plusieurs questions. Vous avez esquissé vous-même les critiques de votre action, mais il y en a beaucoup d'autres qui le critiquent. Et nos confrères des Échos viennent de dire que SFR vous a assigné sur la couverture film. Donc l'ARCEP aussi vous a critiqué parce que vous alliez très vite. Vous aviez quasiment reconstitué un monopole. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième, c'est revenir sur ce que vous venez de proposer, le mix licence-couverture. Si on comprend bien, si vous allez plus vite,
et si vous remplissez plus d'obligations, vous voulez un remboursement du prix des licences ou pas ? Alors, je me suis mal exprimé sur le second point, mais j'y reviendrai. Sur le premier, sur l'assignation de SFR sur la zone AMI. Bon, d'abord, il faut quand même considérer qu'il y a chez SFR et Numéricable, les deux s'étant désormais réunis dans une même entreprise, il y a une sorte de longue tradition d'attaquer Orange. À la limite, c'est quand ils ne nous attaquent pas que je suis surpris, quoi. Donc normalement, régulièrement, né variéture, comme disaient les anciens, ils nous attaquent. Il y a même eu jadis, c'est pas totalement connu, il y a eu un plan qui s'appelait le plan Citron, évidemment adressé à l'encontre, de façon un peu acide, à l'encontre d'Orange. Ce plan Citron a été très très mal pressé, puisque au fond, ils ont demandé des milliards de dommages, et en général, à la fin, ils paient l'article 700, les frais de justice. C'est ça qui se passe. C'est vraiment, vous pouvez le regarder, je pourrais vous filer les fiches si vous voulez là-dessus. C'est extrêmement frappant. On attaque Orange, on demande des milliards, et à la fin, on n'a rien, voire on paye les frais de justice. Alors, dans ce cas de l'AMI, c'est particulièrement croustillant quand même, parce que voilà la situation. Je l'ai rappelé tout à l'heure d'un mot. On a en 2011 des opérateurs qui sont invités à se présenter à un guichet et à dire on a des intentions. Bon. On se présente sous l'égide quand même de l'autorité de la concurrence à l'époque, parce qu'il fallait, au fond, sur l'autel de l'efficacité et de l'efficience économique, il fallait se répartir les territoires. On dit, voilà, nous, on va déployer à tel endroit, dans la zone AMI, 14 millions de foyers, et puis SFR ira à d'autres endroits. L'accord qu'on a passé ne couvrait d'ailleurs pas complètement les 14 millions de foyers, ce qui crée d'ailleurs d'autres complexités. Et donc, dans cette répartition, c'était à peu près 75-25 ou 80-20 à l'époque entre Orange et SFR. Parfaitement adopté, signé par SFR. Le SFR de l'époque, me direz-vous, mais enfin, il y a quand même une continuité dans les engagements juridiques. On ne peut pas dire qu'on rachète une entreprise avec ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas. Eux, ils ont racheté une entreprise, ils ont fait partir pas mal de monde, apparemment pas mal de salariés leur plaisaient moins. Bon, ils ont fait des mesures de redressement qui leur appartiennent, mais ils ont repris l'ensemble des engagements juridiques qu'ils avaient trouvés dans l'accord au terme duquel ils achetaient SFR. Deuxième chose aussi, il y a quelque chose d'assez étonnant, je trouve, à se dire... J'ai pas fini mon assiette, j'ai même pas fait ce que je devais faire, mais j'en demande déjà beaucoup plus. Donc j'ai pas fini mon assiette, mais je veux du RAB. C'est quand même quelque chose qui défie l'entendement commun. SFR n'a absolument pas exécuté ce qui était prévu dans ses engagements initiaux. On le sait pertinemment. Je prends un exemple qui est très douloureux à leurs yeux, je le sais bien, mais qui est l'exemple de l'île métropole européenne, qui est un grand ensemble de communes, d'agglomérations, qui s'étaient réunies et qui avaient confié à SFR le soin de déployer un réseau fibre chez eux. C'était il y a 3 ans, je crois, à peu près. Et moi, j'étais allé là, dans une mesure assez modeste, dans les chaussures ou derrière un SFR très puissant qui allait déployer et apporter des solutions magnifiques à cette communauté. Il y a peu de mois, il y a 6 mois, je crois, je suis retourné là-bas, il ne s'est rien passé. L'État a fait un constat de carence, a constaté, c'était très rare, qu'il n'y avait pas eu de déploiement. Là où il devait y avoir, il n'y en avait pas. Et tous ces gens qui avaient espéré étaient très déçus. Orange a repris ces engagements-là. Orange les a repris parce que nous, on avait tenu nos engagements ailleurs et on a repris des engagements parce qu'on est capable d'en faire encore un peu plus. Donc ça, c'est quand même la deuxième chose. Il faut d'abord finir ce qu'on a fait avant d'en demander plus. Et puis, troisième point, il n'y a jamais eu, j'entends SFR ici ou là dire, on veut revenir à un 50-50. Mais on veut revenir à un truc qui n'a jamais été envisagé. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été dans ce cadre-là. Je parlais de ce 80-20 de l'époque. Ils ont d'ailleurs dû nous rendre des communes à la demande de l'autorité de la concurrence, après avoir fait dans des conditions qui ont été justement là condamnées à plusieurs reprises et qui leur ont coûté quelques centaines de millions d'euros déjà, démarré un peu trop vite, fait des choses qui n'étaient pas prévues. Bon, ils nous ont rendu des communes, c'est vrai qu'on en a finalement encore plus que ce qu'on avait prévu. On est prêt à en restituer une partie, on le leur a dit, des centaines de milliers, et ils n'ont pas accepté ça. Aujourd'hui, ils parlent de mauvaise foi, je trouve ça singulier, encore une fois, puisqu'il y a intellectuellement dans leur raisonnement une faille qui est béante. Je pense que vous l'entendrez. Et puis enfin, il y a un dernier point que je voulais souligner, c'est que tout ça est quand même singulièrement désinvolte, parce qu'on parle de se rendre des prises et compagnie, on parle simplement, si j'ose dire, de 14 millions de foyers, ou d'une douzaine en l'espèce pour ce qui couvre notre accord, avec des gens dedans, des vrais gens qui attendent des solutions. Et les gens qui attendent des solutions, on a commencé, nous, on a porté activement Orange partout où on avait dit qu'on le ferait, on a engagé des études, on a engagé des déploiements, SFR ne l'a pas fait, et là, il faudrait jongler, rendre, entre guillemets, des choses qui n'ont pas été faites. Ça ne va pas accélérer le déploiement. Donc, à tous ces points de vue-là, je trouve que ça n'est pas une bonne idée, et on est, de ce point de vue-là, assez confiant face à cette plainte. Deuxième question que tu posais, c'était la question, je crois, des licences et de ce mix. Je n'avais pas très bien compris la proposition. Moi, je ne dis pas qu'on doit,
la vision patrimoniale de l'État, elle lui appartient. L'État va forcément chercher à tirer le meilleur profit de la location en fait de ce spectre. Il y a des pays dans lesquels il est vendu. Chez nous, il est plutôt loué pour une durée assez longue et on paye une redevance chaque année pour l'occupation. Bon, ce que j'ai essayé simplement de dire, c'est qu'il faut mettre dans les critères. Si le critère essentiel, c'est la couverture, il faut le mettre en avant. Mettons, il faut le mettre en avant et se dire comment on sait que ça va leur coûter cher. On va peut-être espérer un peu moins de produits de la cession. C'est ça que je disais. D'accord. Donc c'est pour les prochaines licences. Pour les prochaines ouvertures et réallocation de fréquences. D'accord. On peut d'ailleurs, et j'en conclurai là parce que oui. Tu veux encore une autre question, mais je veux dire simplement encore un mot. On peut d'ailleurs aussi imaginer de rouvrir ce sujet-là plus tôt et effectivement d'avoir une allocation nouvelle de fréquences dans laquelle ces critères de couverture soient mis au premier plan. Après tout, pourquoi pas? Ça serait une bonne façon de montrer que c'est l'objectif principal politique et qu'on se donne les moyens d'atteindre. Dernière question, on va essayer de faire vite. Il y a une grosse actualité sur le football, puisque SFR a acquis pour un prix stratosphérique les droits exclusifs de la Ligue des Champions. Il va y avoir les droits de la L1 et Didier Quillot va venir ici nous en parler. On l'a vu, les prix sont énormes. Ce n'est plus tout à fait à la portée des télévisions, mais plus à ceux des opérateurs télécoms. Est-ce que Orange va du coup s'engager dans les droits de la L1? Orange est engagé depuis des années dans une logique d'hyper-distributeur de contenu. Donc c'est le thème autour duquel on opère. On a récemment signé un accord formidable avec HBO qui nous permet d'avoir l'exclusivité justement pour les produits HBO dont vous êtes, je pense, en bonne partie consommateurs, même consommateurs frénétiques, passionnés. Oui, voilà, ça ne peut pas s'arrêter. Donc ça, c'est un point important. On est hyper-distributeur. On acquiert des droits télé. On a des chaînes qui sont formidables et qui sont d'ailleurs des vecteurs, des drivers d'audience, hein, pour beaucoup des bouquets qui les reprennent. On constate que SFR s'est engagé de façon extrêmement volontaire. Effectivement, on parle de sommes très importantes. J'allais dire, on n'est pas certain de voir pour l'instant l'effet sur leur PNL de ces acquisitions-là. Ça n'est pas perceptible à l'aune des derniers résultats qui sont les leurs, en fixe, en mobile. On sait qu'on fait des calculs rapides. On se dit, avec ces montants-là, comment rentabiliser une telle acquisition? En fait, il faudrait qu'il y ait une base d'abonnés passionnés de foot qui soit bien supérieure à celle qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'on la connaît malgré tout. Alors, il faudrait convertir à la passion du foot, que j'ai personnellement, mais enfin, il faudrait convertir quelques millions de spectateurs en plus. Donc, on ne trouve pas de logique et de rentabilité économique là-dedans. Mais peut-être eux qui savent au fond suspendre les évidences de la dette, suspendre les évidences des coûts, ils suspendent toutes les évidences, même celles du droit parfois, semble-t-il, eh bien eux pourront-ils trouver une voie? Moi j'ai quand même un vieux doute là-dessus, et forcément il y aura des moments où après avoir acquis tant de droits exclusifs, ils seront conduits à en proposer, à en rétrocéder à d'autres. On verra comment on agira à ce moment-là. On n'est pas particulièrement inquiet, on est encore une fois, nous, forts de résultats qui sont stables et qui sont inscrits dans la durée. On regarde ces sujets, je ne peux pas dire qu'on ne les regarde pas, bien sûr, on est attentif. Moi, je regarde aussi un autre sujet qui m'intéresse presque autant que celui des droits sportifs, que celui des data. On est obligé de se dire... Le grand deal AT&T Time Warner, il n'est pas autour des droits sportifs, si j'ai bien compris, parce que c'est pas ça le cœur du sujet. C'est effectivement la valorisation des profils, la valorisation de la data avec le consentement des clients. Mais enfin, c'est ça aussi qui est au cœur des grands rapprochements de convergence aujourd'hui. Donc on regarde ce sujet-là. Il n'est pas entièrement déconnecté du sport, bien sûr. Non, ça fait aussi, ça entretient des profils et donc des valorisations possibles. On regarde ça. On n'est pas engagé aujourd'hui dans cette course et dans ces surenchères. Mais bien sûr, je sais, il y a le sujet du foot français qui va venir tôt ou tard. Je crois que... Vous serez candidat ou pas? Didier Quillot attend beaucoup d'argent et on le comprend, c'est son job aussi. Je ne peux pas dire aujourd'hui, on verra, on va regarder cette situation, on la regarde attentivement et il n'y a rien à annoncer aujourd'hui là-dessus. La moyenne quand même d'augmentation des principaux championnats européens, donc en dehors de la France, lors des derniers appels d'offres, c'était 54%. Donc quand on prend l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, ça mettrait les droits de la Ligue 1 en France à autour d'1,2 milliard, 1,1 milliard, 1,2 milliard. On sait que, enfin, si on calcule pas mal, on voit que SFR a déjà engagé 1,7 milliard, je crois, dans l'acquisition de droits. C'est 500 millions par an, en fait, maintenant, dans leur PNL, qui sont à payer pour des droits. Ça répond pas mal à un modèle où ça émule un modèle qui est celui du câble américain, donc plutôt Cablevision que Suddenlink, qui marche moins bien, semble-t-il, mais Cablevision, par exemple, qui est un modèle pour numéricable. Ça fait un montant important, oui. J'ai entendu dire que Didier Quillot attendait autour d'1 milliard. Voilà, c'est ce que tu mentionnais.
il faut regarder les conditions d'attribution, il faut regarder les conditions d'exposition. Ce qui est tout à fait évident, c'est que nous, on est dans une logique d'exposition maximale. On n'est pas pour confisquer des choses, on n'est pas pour les donner comme ça en exclusivité. La double exclusivité jadis, on l'a regardée de près, elle nous a été interdite, et puis elle nous a été autorisée, puisque la décision de l'autorité avait été cassée ensuite. Mais de toute façon, on n'est plus dans ce monde-là. Et je crois qu'il est difficile de valoriser des droits à une valeur aussi importante sans les répartir, sans rétrocéder des lots. C'est ce qui s'est passé en Espagne, qui est un exemple très encourageant pour nous. Telefónica a acquis les droits de la Liga espagnole, qui est très forte, et on a rétrocédé des lots entiers. Nos filiales espagnoles, notre filiale en a racheté des lots, et ça lui réussit très bien. Donc il y a beaucoup de possibilités là. Là, on est dans une espèce de bulle, visiblement, de surenchère, de spéculation sur ces droits. On va attendre de voir comment les choses se passent. Un tout dernier mot peut-être sur le sport. SFR, et Michel Combe l'a répété à plusieurs reprises, déclare qu'ils sont disposés à distribuer chez les autres opérateurs SFR Sport. Est-ce que c'est envisageable maintenant que SFR Sport a pris plus d'étoffes, ou va prendre en tout cas en 2018 davantage d'étoffes, que Orange distribue les chaînes? C'est une chose qu'on regarde aussi. On n'est pas ni de mauvaise foi ni fermé sur ces sujets-là. Pour l'instant, on n'a pas décidé de le faire. Voilà, il n'y a pas d'interdit. Ce monde bouge très vite. Nous, ce qu'on fera sera uniquement guidé par un double intérêt, qui est l'intérêt de nos consommateurs, nos spectateurs, nos clients. Ils sont très nombreux dans ce pays et on veut leur offrir toujours ce qu'il y a de mieux. Et deuxièmement, l'intérêt patrimonial de l'entreprise. Merci beaucoup. Merci.